L'Aurora face à l'Albi Céleste, voici l'affiche de la finale de la 23e édition de la Coupe du Monde de football. Chers férus du foot et abonnés de Majestic, soyez les bienvenus dans l'avant-dernier numéro de l'After Goal spécial mondial 2026. Dans ce numéro, nous allons passer à la loupe, bien sûr, les détails et les temps forts de ces deux demi-finales qui ont rendu leur verdict. Bien sûr, à l'issue de ces deux confrontations, on retrouve l'Espagne qui va jouer face à l'Argentine en finale. Mais avant le débrief, je vous présente bien sûr le plateau, un plateau comme à l'habitude avec mes fidèles consultants Alès Dakar. Alès, bonjour, bienvenue. Bonjour Robert. Bonjour. Vous êtes muet, apparemment les pronostics n'ont pas pris, vous avez loupé apparemment. Ouais, je suis en bleu, mais La nuit n'a pas été bleue? Ah, elle n'a pas été bonne, elle n'a pas été bleue ni rouge, elle a été tout noire là. Il faut que je sois honnête, je vais très mal. Un coup du Mais je suis très content d'être là, voilà. Je suis content d'être là. Ah ouais. Dans After Goal. Un peu chagriné, mais on prend ça comme ça, c'est le foot. Non, moi je suis chagrin là, les gens vont penser que j'ai goumé. Moi j'ai pas goumé, moi je vais bien. Sacré Alès, il va très bien. Comme vous d'ailleurs, Manu Combaté, avec le même sourire. Bonjour, bienvenue. Bonjour Robert, c'est toujours un plaisir d'être là. Je ne vois pas le rapport entre les pronostics et la couleur bleue, comme Alex le dit, mais bon, son chapeau, ça ne m'empêche pas d'être très bien sur ce plateau. Ah, merci. Soyez une fois encore les bienvenus dans ce numéro Aniche, comme on le dit tranquillement dans votre langue maternelle. Et on démarre par vous, bien sûr, Alès, France-Espagne, défaite des Bleus 2-0 face à une formation de la Roja en taille patron, en toute maîtrise. Premier but, penalty transformé par Oyarzabal après cette faute de Lucas sur Lamine Yamal. Et bien sûr, à la 58e minute, Pedro Porro, naturellement sur une passe de Dani Olmo, marque le but du 2-0, le but du break. Et naturellement, l'Espagne l'a remporté 2-0 face à la France. Ouais, c'était une affiche très attendue. Malheureusement, la France a fait CTRL-C, CTRL-V du Maroc. Ils ont copié-collé tout simplement. Il n'y a pas eu du football. Non, ils sont venus. Moi, j'avais l'impression de revoir France-Maroc. Tant il y avait cette formation française là qui manquait d'animation. Et moi, mon analyse est le suivant. Didier Deschamps, pour moi, souvent trop conservateur, pour moi, s'est vraiment trompé un peu dans ses choix, notamment en décidant de garder la même formation face à un adversaire que vous aviez déjà perdu 2 fois, face auquel, vous aviez perdu 2 fois, notamment en demi-finale de l'Euro et de la Ligue des Nations. Il a opté pour une formation en 4-2-4 où il y avait la liberté au milieu du terrain pour les joueurs espagnols de pouvoir s'en sortir. Et vous allez voir que dans ce match, Fabien Ruiz était en taille patron. Pedri, il nous a confirmé pourquoi il est Ballon d'Or. Et Dani Olmo qui accompagnait bien avec sa justesse technique et ses déplacements, ses passes qui cassaient les lignes. Tout cela a permis à l'Espagne de rayonner parce que pour moi, la bataille se jouait au milieu du terrain. On n'a pas vu une formation française dangereuse comme elle avait l'habitude de l'être. Et au lycée qui perd par exemple 20 ballons en première mi-temps seulement, c'était calamiteux le niveau de déchet technique que cette formation française-là a pu afficher. Il n'y a pas eu aussi une domination outrageuse territoriale de l'Espagne parce que quand vous prenez les statistiques après match, c'est quoi? 51% pour l'Espagne, 49%. C'était un match équilibré, mais dans le body language, dans l'expression corporelle de cette formation espagnole-là, vous sentez cette volonté-là de tuer la France. L'impact physique était au rendez-vous. Ils étaient sur tous les duels. Vous allez voir le nombre de fautes que Cucurella a commis dans cette rencontre, ou encore Pedro Porro. Ils ont gagné tous les duels. Ils étaient vraiment très inspirés. Je pense que c'est un résultat mérité pour cette formation de la Roja qui est sur une pente assez ascendante depuis un bon bout de temps. Vous partagez le même avis bien sûr qu'Alex. Ascension fulgurante pour la Roja de Lamine Yamal qui a bien sûr écrasé la France. Oui, c'est une sélection affirmée depuis un certain moment. La sélection espagnole, c'est vrai qu'il y a eu une certaine cassure après l'Euro 2012 où ça a été beaucoup plus compliqué. Mais dans cette compétition, je pense qu'ils sont montés en puissance parce qu'on a un peu douté de leur première sortie face au Cap-Vert où ils n'ont pas vraiment réussi à marquer dans ce match.
Mais après, progressivement, on a senti des joueurs beaucoup plus concernés, plus le niveau augmentait, plus on a senti l'engagement de ces joueurs. Et moi, je le disais depuis le début de la compétition, je suis tombé amoureux de cette équipe espagnole, encore plus qu'avant, parce que on parlait beaucoup de leur qualité technique, de leur qualité de conservation, de la qualité même individuelle techniquement des joueurs. Mais là, dans cette Coupe du Monde, on a découvert une équipe qui est beaucoup plus solide, qui a pu résister même à l'impact de ses adversaires dans d'autres matchs. Et dans ce match contre la France, on a vu que ce soit avec le ballon ou sans le ballon, les Espagnols, ils étaient très forts. Comme Alex l'a dit, dans les duels, ils sont tout le temps vainqueurs. Et le résultat, je pense qu'il est logique, hein, parce que dès le début de la partie jusqu'à la fin de la partie, on a senti une certaine maîtrise qui était trop compliquée à gérer pour les Français. Parce que individuellement, chaque joueur était un peu habité, était un peu transcendé. Et même si on n'est pas encore en train de parler de la France, mais plus des Espagnols, on les a sentis un peu plus libérés dans cette rencontre que les Français, qui n'ont pas été vraiment à la hauteur du rendez-vous, un peu crispés, sans doute faute des Espagnols qui ont été top. Chaque joueur a été à son meilleur niveau. Et je pense que le résultat, il est logique. Ça pouvait même être pire, hein, pour l'équipe de France, parce que le but a annulé de Lamine Yamal. Ouais. Mais à la fin, je pense que c'est une victoire qui ne souffre d'aucune contestation possible. Allez, c'était bien sûr la deuxième confrontation face à face dans une compétition grandeur nature, un remake clairement de l'Euro 2024, et on voit une fois encore l'Espagne qui s'est imposée face à cette France. Une petite question pour vous, Manu, est-ce que cette victoire naturellement confirme la suprématie de l'Espagne sur la France sur ces dernières années, du moins sur ces dernières années? C'est vrai que deux rencontres, hein, donc on ne peut pas aussi… Deux rencontres, deux victoires pour l'Espagne. Deux victoires importantes. Et zéro victoire. Et à chaque fois, en demi-finale, on se rappelle de l'Euro, effectivement, avec le but extraordinaire de Lamine Yamal. Et cette fois-ci encore, cette victoire 2-0. C'est vrai que sur ces deux rencontres, il n'y a presque pas eu photo, même si ce n'est pas forcément le même scénario à l'Euro et en Coupe du Monde, parce qu'à l'Euro, c'était même la France qui avait ouvert le score avant une réaction de l'Espagne et cette victoire espagnole. Mais là, dans cette rencontre, on n'a pas vraiment senti les Français. À aucun moment dans le match, on les a vraiment sentis être capables de revenir au score. Donc, c'est vrai, les Espagnols, ils ont dominé, mais il ne faut pas oublier aussi tout ce que les Français ont déjà fait de très, très bien dans cette rencontre, et pardon, dans cette compétition. Donc, il ne faut pas aller dire que l'Espagne est complètement supérieure à la France. Dans ces deux rencontres-là, oui. Mais le football… On s'attarde bien sûr sur ces deux rencontres. Oui, mais le football, on peut rejouer ce match aujourd'hui et la France l'emporte. Mais depuis 2006, avec… 2006, je pense que la France avait éliminé l'Espagne en huitième de finale. C'est ce que je dis, 3-1, victoire 3-1 de la France. Et depuis lors, c'est la dernière victoire de la France face à l'Espagne. Ça fait longtemps. Mais il y a combien de rencontres aussi? Oui, je crois qu'il doit en avoir eu 5 ou 6. Mais il y a eu des matchs amicaux, il y a eu des matchs amicaux, des matchs en Ligue et des le Nations. match de la Ligue des Nations, le fameux 5-4, ce qui était assez spectaculaire. Moi, je ne dirais pas qu'il y a une supériorité claire et nette de l'Espagne sur la France, mais sur la rencontre qu'on analyse, qu'on débriefe actuellement, l'Espagne a montré qu'elle était clairement supérieure en tant qu'équipe, mais pas forcément en termes de talent, un peu comme Luis de la Fuente l'a dit. Très bien dit. Il a très bien dit, parce que c'était une équipe face aux individualités. Face aux individualités. Et quand les individualités ne répondent pas, vous passez à côté. Et même dans ce match-là, l'Espagne, pour moi, a joué avec 5 joueurs. Bon, Unai Simon, jamais inquiété. Bon, on me dira aussi que la paire Axial a fait un bon boulot, mais le match, pour moi, c'est le trio du milieu de terrain, les deux latéraux. Quand vous prenez Rodri, Dani Olmo et Fabien Ruiz, ce qu'ils font dans ce milieu de terrain, en termes de duel, en termes d'impact physique qu'ils font, en termes de récupération de balles et de relance, parce que ça passait toujours sur le côté. Le penalty, il vient d'un centre de Cucurella. Pedro Porro qui inscrit le deuxième but sur une très belle combinaison avec le milieu, justement, sur une part de Dani Olmo. Vous allez voir qu'on n'a pas eu forcément besoin d'un Lamine Yamal, mode prime,
pour pouvoir l'emporter. Il y a eu 5 gars qui étaient hyper concernés et les autres ont suivi. Et ça paye. C'est là où moi j'accuse un peu Didier Deschamps de ce choix. Justement, je voulais même vous poser la question sur votre avis sur la bataille tactique qui a opposé bien sûr Luis de la Fuente et Didier Deschamps. On a vu Didier Deschamps qui a titularisé bien sûr Aurélien Tchouaméni. Votre avis? Vous savez, moi Didier Deschamps, c'est sûrement, certainement le meilleur entraîneur que le coach et que l'équipe de France a connu. Mais c'est un entraîneur têtu. Voilà, il est têtu dans la mesure où... C'est pas trop fort? Non, en quoi est-ce que c'est fort? Parce que nous sommes d'accord. Il a quand même offert une Coupe du Monde. C'est pour ça que je dis qu'il c'est le meilleur entraîneur. Ah ouais, bien sûr. Moi, en l'homme en soi, moi, je n'ai pas de problème. Mais c'est son management qui me dérange, moi, personnellement. Ça fait partie de l'homme. Bon, si vous voulez. Si vous voulez. Non, mais j'ai rien contre l'homme, mais j'ai un problème avec son management parce que pour moi, je le trouve trop conservateur, un peu trop. Il exagère en étant conservateur. Tchouaméni pouvait rentrer en cours du jeu. Et le mec, c'est vrai, vous venez à la Coupe du Monde, il est titulaire indiscutable. Il se blesse, il n'est pas forcément à 100% de ses moyens. Vous le mettez dans un milieu de terrain où forcément vous aviez besoin d'un joueur technique pour mieux manier la balle. Exactement. Et ce rôle-là, Manu Koné l'incarnait plus. Et on a vu Rabiot très souvent dans les matchs où Tchouaméni n'est pas là faire le sale boulot. Mais quand vous optez pour Tchouaméni et Rabiot, vous acceptez de subir le jeu. Vous acceptez de faire le sale boulot, de défendre. Vous n'aviez pas de créativité dans ce milieu de terrain-là parce que au-delà de Olysée, qui dans certains matchs rayonnait, venait chercher les balles pour être le dépositaire du jeu, on l'a vu que quand on l'a verrouillé, il n'y avait pas cet autre joueur-là pour pouvoir porter cette sélection française en termes de création du jeu. Et c'est ça qui a été la véritable difficulté parce que, je l'ai dit tantôt, 51%, 49% la possession de balle. C'était vraiment équilibré en termes de passes. Je pense qu'il n'y a qu'une vingtaine de passes de plus côté espagnol. Mais on a l'impression que la France n'est jamais venue à ce match-là. Parce que justement, dans ce 4-2-4 dont il a opté pour jouer contre la France, avec un petit 4-3-3, Luis de la Fuente a contrecarré, a verrouillé tous les espaces. On n'a pas vu un Barcola prendre de l'espace parce qu'il n'y en avait jamais eu. Dembélé, c'était compliqué. La première vraie occasion de Dembélé, c'était à la 90e minute. Et Kylian Mbappé, qu'on ne trouvait pas le positionnement de la défense espagnole qui était très haut sur le terrain. Il y avait quoi, 2-3 hors-jeu. Donc, ça veut dire quoi? Pour moi, l'Espagne a hyper bien préparé la rencontre. Et malheureusement, pour Didier Deschamps, il n'a pas appris de ses erreurs des 2 derniers matchs, notamment la demi-finale de la Ligue des Nations et celle de l'Euro, où justement, il était dans la même configuration, mais il ne s'est pas adapté. Il a préféré opter pour le même 11 qui a été un rouleau compresseur dans les autres matchs, mais qui n'a pas marché cette fois. Parce qu'à un moment donné, il faut s'adapter aussi à l'adversaire. Il faut souvent se dire que, tiens, là, cet adversaire-là, il m'a déjà fait du mal plusieurs fois. Autant sécuriser mes arrières et compter sur les individualités. Moi, je pense que dans ce match-là, on aurait pu aller avec un bon 4-4-2. Ça aurait mieux aidé la France avec un Dembélé et Mbappé en pointe et puis un milieu à 4 derrière pour pouvoir mieux manier ou bien gérer le ballon. Manu parlait de cette Espagne-là sans ballon et avec ballon. Mais la France et avec le ballon, c'était nul à chier. Et sans ballon, c'était calamiteux. Ils n'ont rien proposé dans cette rencontre à moi. Ils m'ont vraiment déçu dans cette rencontre. Manu combattait clairement. Didier Deschamps a perdu sa bataille tactique face à Luis de la Fuente. Non, mais moi, je n'irais pas à aller dire que Didier Deschamps il a perdu la bataille tactique parce que on sait que Didier Deschamps, et même avant le match, on connaissait déjà la composition. Parce que Didier Deschamps, Alex l'a très très bien expliqué, c'est un vrai conservateur. C'est quelqu'un qui a un peu du mal aussi à se séparer des cadres qu'il a instaurés avec lesquels il a l'habitude de gagner. Donc, dans ce schéma de 4-2-3-1 ou bien de 4-2-4, où il y a les 4 devant qui ne participent pas vraiment au jeu au milieu du terrain, mais ça a été toujours l'habitude. Et même si il avait titularisé Manu Koné, ça serait toujours dans la même configuration. Moi, je me dis qu'au-delà de la composition, peut-être un changement ou deux pouvait apporter peut-être quelque chose de différent, mais dans le jeu, les joueurs eux-mêmes pouvaient faire mieux. Parce que quand on voit Olysée qui perd des ballons, qui n'arrive pas à se retourner, et quand on voit Adrien Rabiot aussi qui n'a pas cette même facilité à porter le ballon vers l'avant. Il sort à la mi-temps, par exemple. Oui, c'est parce qu'il aussi, quelque part, il avait un carton jaune. Peut-être que l'entraîneur aussi composait avec cette peur-là de le perdre parce qu'il y avait aussi un espoir de revenir pour la France. Ça a été très compliqué pour la France.
Et ça s'explique aussi parce que depuis le début de la compétition, je pense que la France n'a jamais encore affronté une équipe aussi forte que l'Espagne dans la compétition. C'est vrai qu'il y a eu des adversaires, notamment à la première période contre le Sénégal. On a senti une vraie opposition où les Français étaient vraiment en difficulté. Mais après, ce sont des adversaires qui laissaient un peu jouer l'équipe, qui donnaient un peu plus d'espace aux individualités, qui arrivaient à s'exprimer au meilleur de leur forme. Mais contre l'Espagne, il y avait à la fois cette présence physique qui les empêchait de jouer et surtout cette qualité qui les obligeait à défendre. Donc, la combinaison de ces deux facteurs-là faisait que c'était très, très compliqué pour les joueurs français de voir le jour. Et même pour Didier Deschamps, qui s'est un peu pris au piège par peut-être sa composition d'équipe. Mais je ne m'attendais pas, moi, à ce que sur ce match, il change de formation parce que Didier Deschamps, ce n'est pas le genre d'entraîneur qui, selon l'adversaire qu'il a en face de lui, va ajuster sa composition d'équipe. Je ne pense pas. Donc, à la fin, il est resté fidèle à ses principes jusqu'à la tombe. Et il accuse l'arbitre après. Bon, ça, il est cherché On ne va pas ouvrir la parenthèse à justifier tout ça là, sur l'arbitrage. Tout le monde savait que c'était la frustration. On retient bien sûr la qualification de l'Espagne pour la finale. L'Espagne de Lamine Yamal qui va bien sûr retrouver l'Argentine de Lionel Messi renversant face aux Three Lions après bien sûr l'ouverture du score d'Anthony Gordon à la 55e minute. Égalisation en toute fin de rencontre à la 85e. Un scénario presque identique à celui face à l'Égypte. Lionel Messi. Pas que, face au Cap-Vert, même face à la Suisse, c'était pareil qu'on avait eu. L'Albi Céleste toujours fidèle à sa philosophie. Bien sûr, quand il passe de Lionel Messi pour un but magnifique d'Enzo Fernandez. Et puis, dans les arrêts de jeu, 90 minutes plus de centre. Du pied faible carrément, du pied droit de Lionel Messi. Je sais pas, il a un pied faible, Messi. il a deux forts. Il a un pied pour un but de victoire de Lautaro Martinez, entré en fin de rencontre. L'Argentine qui a tout simplement renversé l'Angleterre. Alex, votre analyse sur, on ne va pas dire remontada, parce que remontada, c'est souvent quand il y a un match retour. Dans un même match, on va parler d'Argentine à Vincent. Non, c'est un scénario. Moi, je ne sais pas pourquoi ça se prend comme scénario. Mais pas surpris. Après, oui, honnêtement, je ne suis pas surpris. Bizarrement, mais quand on voyait l'intensité du match, quand on voyait la copie des Anglais. C'est dingue, mais je chambrais un peu les supporters de l'Argentine juste après le but. Mais au fond du moi, ils savaient qu'ils allaient égaliser. Pourquoi ils allaient égaliser? Parce qu'ils en ont l'habitude. Franchement, l'Argentine a montré deux visages dans cette Coupe du Monde. Une première face, en phase de poule, où ils étaient dominateurs, ils faisaient le jeu, ils gagnaient. On a vu ce match face à l'Algérie, Jordanie, Autriche. Ils se sont en sortis haut la main. Et dès qu'ils sont arrivés dans les matchs de vérité, moi, je pense que c'est une équipe qui s'est très bien préparée physiquement. Très bien préparée physiquement parce que quand vous prenez la rencontre d'hier, désolé, l'Angleterre, à un moment donné, c'est fatigué. Vous sentez l'usure sur le visage. Vous sentez une équipe qui est à court physiquement. Bien sûr. Et quand moi, je vois un joueur comme Lionel Messi, à 39 ans, ce qu'il fait à chaque fois dans le Money Time, c'est-à-dire 89e, 86e, 90e, la débauche d'énergie qu'il a, non seulement de porter la balle, de dribbler, d'aller au duel avec des adversaires et de pouvoir s'en sortir, d'avoir la lucidité, de faire des passes D. Je me dis physiquement, c'est une équipe qui a carburé. Et puis, je pense qu'il a dit aussi dans une interview où il a pris tout le mois de décembre pour préparer cette compétition-là. Physiquement, moi, je trouve l'équipe d'Argentine trop au point. Maintenant, c'est une victoire méritée. Mais, qu'est-ce qu'ils nous ont fait, là, les Anglais? Avec vous marquez un but et vous partez mais Thomas Tuchel, il fait quoi dans la vie, Thomas Tuchel? Il est sélectionneur? Il est sélectionneur de l'Angleterre. Ah, non, mais on peut pas faire ça. Déjà, de tous les adversaires, c'est-à-dire le Cap-Vert, l'Égypte et la Suisse. Vous lui reprochez quoi, concrètement? Mais regardez ces trois premiers changements à l'heure de jeu. Il sort ces joueurs à vocation offensive pour faire rentrer des défenseurs. C'est-à-dire qu'à la 60e minute, vous envoyez un message à l'Argentine que tiens, ok, je mets 1-0, je veux défendre mon but. Ça veut dire que je ne vais rien proposer. La possession de balle de la 72e à la fin du match, du côté de l'Angleterre, c'était de 12%. Pour un pays qui est censé être le créateur ou bien ceux qui ont vulgarisé le football. Pour un pays
qui a ce championnat-là, qui est la Première Ligue, Ouais. pour un pays qui a ce talent-là sur le banc de touche, Saka, Rashford, des joueurs qui ont de la personnalité, qui sont très techniques, mais c'est très minimaliste ce qu'il a proposé. Et pour les 20-30 dernières minutes, ouais. c'est hyper minimaliste. Franchement, c'est décevant footballistiquement parlant. Moi, j'ai jamais vu ça. J'étais déchiré, choqué de voir une équipe anglaise qui a Bellingham, Harry Kane, mais défendre, Kane, il est devenu défenseur. Ouais. Et de la 72e jusqu'à la fin, il n'a jamais dépassé le centre, si ce n'est pour réengager après avoir encaissé un but. C'est calamiteux. La défense, elle était tellement basse. Le but de Enzo Fernandez, mais où est-ce que vous encaissez ce genre de but-là? Même si le but est sublime, Personne sur le porte. Personne. Non, moi, je suis... Il avait essayé de surgir Jude Bellingham, mais c'était déjà Oui, trop c'était tard. trop tard. Ouais. Vous sentez même dans l'expression faciale de Jude Bellingham, Il est énervé, il est frustré. Manu, on vous laisse moi poursuivre encore avec plus, mon je analyse. suis même pas anglais, mais j'imagine comment les Anglais se sentent actuellement. Ouais. Ah oui, c'est ça C'est aussi le foot, hein. le foot, hein. C'est ça aussi. Non, le arrêtez foot. de dire ça c'est pas le foot. Ah, mais quoi, c'est alors quoi? Ce que Touché a fait là? Mais c'est quoi? Non, c'est pas le foot. Ah, mais je pense que c'est le foot. Mais qu'est-ce que parce Tourelle a fait? c'est un jeu de chaises musicales ou peut-être effet tiroir. Ouais. Il y a, voilà. Et là, clairement, chaque Lionel entraîneur, Scaloni a lui aussi, il en bien profite géré. parce que clairement. vous profitez forcément des temps faibles ou des mauvais choix de votre homologue. Et que dire de ces choix quand vous décidez de faire entrer Nico Gonzalez? Regardez les minutes. Alors, son 4e, Gonzalo Montiel sont en 12e, Otamendi sont en 12e, Rodrigo De Paul sont en 12e, et puis l'auteur du but victorieux, Lautaro Martinez, à la 81e minute. Oui, comme je le disais, il a essayé de répondre dans un premier temps au changement de Thomas Tuchel en faisant rentrer des joueurs qui vont apporter beaucoup plus offensivement, même si ce ne sont pas des profils initialement offensifs, hein, mais dans l'idée, c'est ce qu'il voulait faire. Ouais. Mais il y avait aussi, à un moment, il s'est senti un peu trop dans la démesure parce qu'il faisait rentrer des attaquants. Il fallait un peu stabiliser tout ça. Donc, on a vu qu'il a fait rentrer Montiel à la place de Molina pour que ça soit équilibré. Parce qu'il ne faut pas trop attaquer et aussi oublier son équilibre défensif. Donc, c'est important aussi de maintenir l'équilibre. Mais l'Angleterre sait s'aborder toute seule, cette équipe de l'Angleterre. Parce que c'est vrai, la première partie, ils ont été impressionnés sûrement par l'impact physique des Argentins qui savaient très bien que dans cette opposition, ils n'étaient pas favoris. C'était psychologique. Et ça, les Argentins, ils le savaient. Il y a une grande communication derrière les anciens joueurs anglais qui n'ont pas du tout laissé les Argentins tranquilles du tout avec des sorties fracassantes où tout le monde était unanime à dire que le match serait plié en première période. Ils ont tout encaissé, les Argentins, mais dans leur tête, ils savaient très bien ce qu'ils allaient faire dans ce match. Et dès les premières minutes, on a vu. Ils sont rentrés ils ont commis des fautes pour marquer leur territoire. Voilà, ils ont réussi un peu à faire sortir tous les joueurs qui pouvaient faire jouer cette équipe anglaise. Et dès les premières minutes, on a vu Bellingham qui était déjà en train d'aller discuter avec l'arbitre, discuter avec des joueurs argentins. Et jamais on ne l'a plus vu rentrer définitivement dans ce match. Ce sont des astuces des Sud-Américains qui sont un peu vicieux. Mais ça leur permet de bien aborder eux leur match et à la fin de l'emporter. Lionel Messi, ça c'est tout simplement extraordinaire. Cette équipe argentine, elle est un peu maso parce que finalement, je pense que c'est une équipe qui aime souffrir un peu. Parce que comme ça, ils arrivent elle n'est pas un peu maso, elle est très maso. Voilà, dans la souffrance, ils arrivent à aller découvrir leur talent. Dans la souffrance, ils arrivent à se retrouver. Et je pense que la souffrance aussi éveille un peu Scaloni parce que c'est quand son équipe est en souffrance qu'il fait des changements qu'il faut. Parce qu'à chaque fois, les compositions d'équipe qu'il fait, ce n'est jamais une composition d'équipe pour aller impressionner ou aller jouer pour gagner, mais plus rester en bloc bas et contre-attaquer, compter sur le talent de Messi. Mais tout ceci ensemble fait qu'à la fin, l'Argentine l'apporte. Mais c'est extraordinaire d'avoir une équipe aussi talentueuse et surtout d'avoir en son sein un certain Lionel Messi, mais d'être aussi humble, parce que jamais on ne voit tout au long de la compétition, en tout cas jusqu'aux demi-finales, un joueur argentin faire une sortie fracassante, une pique. Jamais. Ils savent qu'ils ont Messi. Normalement, ça doit être l'équipe qui fait les sorties les plus impressionnantes, mais ils sont tout humbles et dans leur match, ils font ce qu'il faut faire et c'est tout simplement extraordinaire. Messi, il peut centrer 10 000 fois du pied droit, il ne réussit jamais un centre. Mais sur ce coup, petit débordement, c'est extraordinaire parce que la précision
elle est tout simplement, je sais même pas. Chirurgicale. Voilà. Chirurgicale. Chirurgicale, si vous voulez. Ah ouais, bien sûr. C'est tout simplement Léo comme Messi. il a pris la balle, il allait déposer sur la tête, quoi. Avec les mains. Ouais. Il y a son esprit. Vous êtes un joueur du handball. Ouais. Mais non, nous, on se déplace pas avec la balle. Ah ouais. On l'envoie la balle. Mais non, mais franchement, Messi, ce qu'il fait sur ce mondial-là, c'est... À 39 ans. C'est grotesque. À 39 ans pour un joueur qui évolue en MLS. C'est grotesque. Que dire? Bizarrement, c'était le mondial des vieux. Hein. Bon, sauf Vosina à 20, 40 ans. Et après, quand on comprend l'effectif avec la présence de 17 joueurs au sein de la BCLS qui se retrouvent après le mondial de 2022, on sait clairement qu'il y a une certaine confiance dans cette équipe et naturellement, est-ce que cette confiance, cette maîtrise de soi, cette cohésion du groupe joue un sacré rôle dans ces changements dans ces résultats, bien entendu, ces changements de circonstances, bien sûr, dans les matchs d'Argentine? Oui, je vais dire oui. C'est vrai que les moments difficiles, ça a été très long pour l'Argentine. Ça a commencé d'ailleurs en 2007 avec cette Copa América manquée. Après, les 2 finales successives en 2015 et 2016. 2015-2016. En temps, il y avait le mondial 2014. Il y avait le mondial 2014. Voilà, toute cette douleur-là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont partis. Et l'élimination encore en 2019 en demi-finale de la Copa América. Je pense que c'est là que l'aventure a commencé avec cette génération de joueurs, les Enzo Fernandez qui sont arrivés, mais un peu plus jeunes. C'est après cette élimination-là, je pense définitivement en demi-finale, que les gars se sont retrouvés, sûrement avec Claudio Tapia, le président de la Fédération argentine de football, l'arrivée de Scaloni, l'expérience de Messi. Qui était là déjà lors de la finale perdue en 2007. Hein. Donc, vous imaginez, ils se sont dit, mais l'Argentine ne peut pas perdre autant de finales, ne peut pas rater autant de rendez-vous importants. Il va falloir que peut-être ils revoient un peu leurs ambitions dans le jeu, être peut-être moins flamboyants. C'est vrai qu'avec Di Maria ou d'autres joueurs beaucoup plus techniques, c'était un autre football, mais on a vu beaucoup plus de pragmatisme en ce moment-là, où ce n'était plus flamboyant comme ce qu'on pouvait imaginer de l'Argentine il y a quelques années. Et c'est en ce moment qu'ils ont commencé par gagner. Ils ont commencé par gagner, donc ils ont fait du chemin ensemble. Ils ont souffert ensemble, ils ont gagné ensemble. Et aujourd'hui, dans les moments difficiles, quand vous voyez même le visage des joueurs, vous savez qu'ils se disent que ce n'est pas fini, que ce n'est pas possible que ça se finisse, que le match finisse là. Quand vous voyez Enzo Fernandez, quand vous voyez McAllister, quand vous voyez De Paul, quand vous voyez tous ces joueurs-là avec Lionel Messi, ce sont des joueurs qui n'acceptent pas en fait le résultat. Et ils font tout pour renverser. C'est vrai que dans le foot, ça ne peut pas marcher à tous les coups. Ils ont mais dans cette Coupe du Monde, ils ont une réussite extraordinaire. Mais mieux encore, je pense qu'à chaque fois, ils arrivent à passer. C'est le discours aussi que Lionel Scaloni a vendu en conférence de presse, où il a dit ce groupe-là, sa force c'est l'unité, c'est la cohésion, c'est un groupe qui vit bien, qui est prêt à faire des sacrifices l'un pour l'autre, parce que vous imaginez, dans le body language toujours, lors de ce match face à l'Angleterre, c'est vrai, Manu parlait de cet impact physique-là qu'ils ont mis en début de rencontre, mais regardez quand ils subissent une faute. C'est pratiquement 4-5 joueurs qui viennent pour défendre le coéquipier en question, que ce soit Messi ou pas. C'est fait à tous les joueurs. C'est vrai que les images qu'on voit, c'est généralement vers Messi, mais que ce soit Enzo Fernandez, que ce soit peu importe le joueur qui est taclé, il y a 4-3 Argentins tout de suite qui courent pour faire bloc. Et puis, c'est ça aussi le groupe. C'est vrai qu'il y a l'équipe de France aussi qui vit super bien, mais vous n'allez jamais voir ce genre de réaction-là sur le terrain. Et c'est ce qui rend impressionnante cette formation de l'Argentine. Et je pense qu'il y a un homme derrière tout ça, c'est Scaloni, quoi. Parce qu'il y a plusieurs coachs qui sont passés. On lui trouvera peut-être rien d'exceptionnel tactiquement, mais son côté management est exceptionnel, tout simplement. Il sait faire concerner le groupe à quelque chose. On le voit sur le deuxième but argentin. Tout le monde s'élève, mais il est limite ébahi, il est dans le vide. Lui-même, il n'en revient pas. Mais c'est parce qu'il a construit quelque chose de grandiose. Manu a très bien fait de dresser l'historique là. Mais je pense pas, je vois pas cette formation argentine perdre encore de si peu, quoi. C'est quand leur dernier défaite? Ça remonte à très loin. Ils ont tout simplement l'esprit de la gagne et le grand rendez-vous, vous le savez tous, c'est bien sûr ce 19 juillet au MetLife Stadium à 19h GMT.
l'Espagne face à l'Argentine. Et justement, pour se pronostiquer sur cette grande affiche de la finale, il y a quelques férus du foot qui ont bien sûr livré leurs impressions, leurs pronostics, bien sûr, au micro de notre équipe rédactionnelle de Majestic. Regardez. Pardon, je supportais Angleterre. Angleterre m'a déçu. Angleterre m'a déçu. Je suis démoralisée actuellement. Là, actuellement, le mental, ça ne va pas. Je ne sais même pas comment je vais faire pour rentrer à la maison. Espagne va gagner. Hein. Je crois. Voilà. Parce que là où je suis, je mise tout sur la défaite d'Argentine à la finale. Je mise tout. J'ai dit tout. Tout ce que j'ai. Si Dieu pouvait me donner. Hein, là, je ne sais pas. Ma richesse, je vais miser contre la défaite de l'Argentine. Bon, le truc, c'est que c'est entre nous, les Barcelonais. On va pas. Faut aller à gauche, madame. Faut aller à gauche. On ne vaut rien, mais on est à la finale. Que ce soit Espagne qui gagne ou que ce soit Argentine qui gagne. Ce qui est sûr, ça va revenir à la maison. Pour ça, je n'ai même pas peur. Mais tout ce que moi je veux là, Messi Coupe du Monde, meilleur buteur, meilleur joueur, les trois, il n'y en a qu'à attraper ça comme ça. C'est tout ce que moi je veux. Ça serait un truc de 2-1. Donc l'Argentine va prendre 2-1. Moi, je préfère que le papa cède la place au petit. C'est le Messi qui est le papa, le dieu du foot, quoi. Score. Bon, un score de 1-0 en faveur de l'Espagne. Mon équipe, c'est l'Espagne. C'est l'Espagne. 2-1. En faveur Espagne. Dimanche, il y a un pronostic qui a gagné dans Espagne-Angleterre 1-0 pour Bologna en faveur d'Espagne. Moi, mon pronostic, bon, on ne va pas aller trop loin. Un 3-2, moi, je pense que ça peut faire l'affaire en faveur de l'Argentine. On est l'Argentine du 2-0. 2-0. Yamalada qui a vu. Toutes mes équipes sont éliminées. Donc je ne sais pas quelle équipe supporter pour le moment quand même. Au fait, moi je mets le cœur sur l'équipe de l'Espagne. Au moins, pronostic, je trouve 2-1 en faveur de l'Espagne. Je pencherai pour l'Espagne. 2-1 en faveur de l'Espagne, bien sûr. Mon équipe de cœur, c'est l'Argentine. Pronostic, un petit 2-0 comme ça, dans le but, bien fait, vite fait. Moi, d'abord, je suis un Barcelonais en fait. Et mon équipe que je supporte depuis, c'est l'Argentine. Ça fait que le dimanche, l'Argentine et l'Espagne se rencontrent à la finale. Je ne vais rien dire par rapport au pronostic. Ce qu'ils peuvent faire là, ils n'ont qu'à faire quoi. Ce sont bien sûr les pronostics des férus de foot qui se sont bien sûr prononcés sur cette finale tant entendue entre l'Espagne et l'Argentine. Des pronostics qui vont bien sûr en faveur de l'Espagne, clairement. Quand on prend la totalité, bien sûr, c'est quoi 7 contre 2 pronostics en faveur de l'Espagne. Vous, comment vous projetez déjà, comment vous entrevoyez cette finale? C'est un peu logique hein, que les intervenants choisissent beaucoup plus facilement l'Espagne parce que c'est dans une logique. Et le raisonnement, on peut sentir la logique. L'Espagne qui a souffert, qui a déjà joué contre de grandes nations dans cette compétition, le Portugal, la Belgique, après l'équipe de France. Donc, dans la logique footballistique, on se dit une équipe qui a réussi ce parcours, évidemment, est taillée pour aller jusqu'au bout. Sauf que on a vu l'Argentine dans cette compétition et ça, il ne faut pas le négliger. Moi, personnellement, contre l'Angleterre, je ne m'attendais pas du tout à ce que l'Argentine passe au vu de ce qu'ils ont déjà proposé contre des adversaires qui étaient 2-3 classes inférieures voilà, à l'Argentine. Mais dans le jeu, ils n'ont pas vraiment tenu leur rang. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils passent face à l'Angleterre. Mais ce match, je pense quelque part, dans l'esprit de tout le monde, doit rééquilibrer un peu les débats. Parce que l'Espagne, c'est vrai, ils ont cette qualité technique, ils ont cette capacité aussi qu'ils ont gagnée avec Luis de la Fuente. Mais il faut toujours se méfier de cette équipe argentine qui nous a montré son plus beau visage depuis le début de la compétition, avec toujours Lionel Messi. Et quand vous avez Lionel Messi dans vos rangs, vous êtes toujours une équipe favorite. Hein. Vous l'êtes toujours parce que sur une accélération, sur une passe, sur une frappe, surtout, il peut faire basculer nos rencontres, ce qu'il a déjà fait lors des phases à élimination directe. Donc, moi, je pense plutôt pour du 50-50 entre cette opposition Espagne-Argentine, parce que là, je pense clairement qu'il y aura du répondant de chaque côté. 50-50 pour Manu. Et vous, Alex Dakla?
Je me sens comme la première intervenante, quoi. Et toujours déçu, quoi. Moi, je ne m'en remets pas encore qu'on ait une finale Argentine-Espagne. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire est éliminée? Ne me rappelle pas les parce que toutes les équipes qui allaient, je vais rappeler ça aux téléspectateurs, toutes les équipes qui allaient supporter dans cette Coupe du Monde, ils sont déjà dehors. Hein. C'est la Côte d'Ivoire, c'est le Portugal, parce qu'ils voulaient bien voir Cristiano finir, quoi. Pas forcément supporter du Portugal, mais voilà, ils voulaient une fin soignée pour Cristiano Ronaldo. Et sa plus grande équipe après, c'est la France. Non, il y a le Maroc. C'est pourquoi il était battu. Justement, j'ai trouvé maintenant le rapport avec le bleu. Avec le bleu. Tu as oublié le Maroc. Non, le Maroc, c'était plus un coup de cœur. Mais l'équipe même qu'il supporte chaque jour, je peux vous assurer, c'est la France. Donc, que la finale soit belle. Que la finale soit belle. Pour lui, c'est difficile de pronostiquer. Moi, honnêtement, c'est difficile de pronostiquer. Okay. Par contre, je suis sûr qu'on aura droit à une très belle finale en termes de football qui sera proposé. Il y aura des footballeurs sur le terrain, il y aura tout. Il y aura du sale. Les deux équipes peuvent en faire. Et physiquement, mettre l'impact physique. Et techniquement également, il a parlé de Lionel Messi. On connaît aussi l'exceptionnel talent que peut être Lamine Yamal, qui n'a pas encore brillé véritablement dans cette Coupe du Monde. Et quand on sait comment il s'est comporté en finale de l'Euro, ou bien lors de l'Euro, s'il se réveille, ça peut être très brillantissime. Mais attention aux Espagnols, ne marquez pas en premier. C'est un conseil d'avis. C'est le conseil d'Alex. Et c'est sur ça qu'on va refermer, bien sûr, ce débrief des demi-finales. Et à présent, nous allons dresser le tapis rouge pour Christine Mistina, qui va nous retrouver dans sa chronique, qui parle bien sûr des à côté de ce mondial. C'est bien sûr l'épisode 2 de la chronique de Christine. Le foot, c'est pas que du sport. Épisode 2. Petit retour sur une nouveauté qui passe presque inaperçue, les ramasseurs de balles. Cette année, ils sont toujours là, mais on ne les voit quasiment plus jouer leur rôle. Fini de lancer le ballon aux joueurs à la volée. Ils doivent juste le poser à un endroit précis autour du terrain et laisser le joueur venir le chercher lui-même. Officiellement, c'est pour accélérer le jeu et éviter l'anti-jeu. Officieusement, on vient quand même de retirer à des gamins la seule mission excitante de leur journée. Courir vite avec un ballon. Bravo à la FIFA, mission accomplie. D'ailleurs, en parlant de la FIFA, on a un champion toute catégorie, Gianni Infantino. L'homme se rend à pratiquement tous les matchs, tous, même quand deux se jouent exactement en même temps. On ne sait toujours pas s'il a un jet privé, un clone ou le don de se trouver à deux endroits en même temps. Mais une chose est sûre, le président de la FIFA a un agenda plus chargé que n'importe quel joueur du mondial. Et pendant qu'on y est, la FIFA a aussi trouvé une nouvelle source de revenus, le gazon. Des morceaux de la pelouse du stade de New York, New Jersey, là où se jouera la finale, seront découpés et vendus en ligne comme pièces de collection. Entre 390 et 2500 € le petit carré d'herbe. Autrement dit, des supporters vont payer le prix d'un billet d'avion pour un bout de terrain que même le jardinier du coin considérerait comme un déchet vert. Mais le meilleur pour la fin. Pour la finale de dimanche au MetLife Stadium, la FIFA a décidé de rallonger la mi-temps à 25 voire 30 minutes contre 15 habituellement. Objectif, y caser un show géant façon Super Bowl américain. Côté programmation, des noms circulent déjà. Justin Bieber, Shakira, BTS, Burna Boy, Madonna. Du jamais vu dans l'histoire du foot. On savait déjà que la mi-temps servait à souffler, refaire les lacets et engueuler le gardien. Maintenant, elle sert aussi à monter un festival international pendant que les joueurs, eux, refroidissent tranquillement sur le banc. Bref, entre des ramasseurs de balles privés de leur seul plaisir, un président capable d'être partout à la fois, du gazon vendu plus cher que certains loyers et une mi-temps qui devient un concert géant, le Mondial 2026 nous prouve une fois de plus que le foot n'est vraiment plus qu'un prétexte. Merci Christine pour cette chronique. C'est fini, on est à la fin de cet instant, débrief des deux demi-finales. Moi, je suis comme je vais. Clairement, Alex, il est out. Il est out aujourd'hui. Depuis très longtemps. C'est un gourmet ou c'est quoi? C'est plus qu'un gourmet? Non, j'ai pas de gourmet. Je précise que j'ai pas de gourmet. Ouais. Le football, les filles ne vont pas me donner du gourmet. Et puis le football aussi va me donner du gourmet. Il n'est pas gourmet, il va bien. Il va bien. Malou, votre pot de fin. Ouais, je vais très bien aussi. Mais on t'a pas demandé si tu allais bien. Cette Coupe du Monde,
il y a une tradition que je m'attendais à ce qu'elle soit brisée, mais elle restera toujours intacte. Il y aura encore aucun entraîneur étranger à remporter la Coupe du Monde. Thomas Tuchel était en lice pour le faire pour la première fois. Malheureusement, les 2 sélectionneurs des 2 équipes en finale sont des nationaux. Donc, c'est un conseil? La tradition continue. C'est un conseil ou... Et pour finir, qui est pour succéder à Messi? Yamal pour Messi ou Messi pour succéder à lui-même? Ça, par contre, je veux pronostiquer. Je pense que Messi va laisser la chance à Yamal. Et ok, allez-y, pronostic. Messi. Pour succéder à lui-même. Messi, quoi. Messi au fond. Yamal. Messi au fond. Yamal va l'emporter. Messi va se retrouver ici pour en parler. Bien sûr. Et c'est le prochain rendez-vous. Je n'ai pas dit le contraire. Bien sûr. J'ai pris tout mon temps pour l'encenser. On retient ça. Manu, Yamal, Alex, Messi. Ah, ça fait bizarre. C'est quoi ça? Alors, c'est sur cette dernière qu'on referme, bien sûr, ce numéro de l'After Goal. On vous donne rendez-vous très prochainement pour débriefer la 3e place, bien sûr, qui va opposer la France à l'Angleterre et bien sûr le bouquet final qui oppose l'Espagne à l'Argentine. Sur ce, on vous dit à très vite. Prenez soin de vous, gardez toujours le sourire et rendez-vous dans le dernier numéro, dans cette émission, bien sûr, d'After Goal spécial mondial 2026. À très vite.